Abi, élève en classe de 5e, et ses sœurs sont en séance d'études ce jour non ouvrable. Leur rentrée scolaire a été possible grâce aux prêts scolaires octroyés à leur père par la banque. J'ai 4 enfants. Sans ce prêt-là, vraiment c'est très difficile de joindre les deux bouts. Le prêt scolaire vient à point nommé pour soulager les parents. Chaque année, pour accompagner les parents d'élèves dans l'achat de fournitures scolaires et autres dépenses liées à la rentrée des classes, les banques font des prêts scolaires allant de 7 à 8% d'intérêt et remboursables sur une période de 10 à 12 mois. C'est un appui que les banques apportent à l'ensemble de leurs clients sur toute l'étendue du territoire. On constate que vraiment c'est devenu une fois au prêt avec des conditions alléchantes, défiant vraiment la concurrence. On a des schémas où, sur la base en fait de l'historique du client, des fonds sont mis directement à la disposition des parents. On a également d'autres schémas où ces fonds sont directement payés à l'établissement. Les prêts scolaires sont avantageux du fait qu'on arrive à faire les dépenses à temps voulu, à envoyer les enfants rapidement à l'école. Quelles sont les conditions d'acquisition du prêt scolaire? Qui peut en bénéficier? Tout client d'une banque peut bénéficier des prêts scolaires. Des salariés, des non-salariés, selon des conditions adaptées au niveau de chaque établissement. Tout ceci nous permet en fait de tirer les fonctionnaires et les agents du secteur privé des mains de ce qu'on appelle les usuriers. Enfin, en Côte d'Ivoire, on parle des margouillards. Ça leur permet en fait de s'endetter sainement et à des conditions qui soient les plus attrayantes possibles. Hein. Un usurier, voilà, il vous demandera le double de ce qu'il vous aura prêté. D'abord, pour avoir un prêt, il faut qu'il soit client avec un salaire domicilié. Ça, c'est la première condition. Il nous fait une demande et par la suite, il nous fournit un bulletin de salaire, la photocopie de sa pièce d'identité, un engagement de domiciliation ferme et irrévocable du salaire. Après avoir réuni tous les documents, on traite le dossier et en 48 heures, le client a son prêt qui est sur son compte. Des procédures longues pour certains parents d'élèves. C'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de papiers qu'on ne maîtrise pas et puis on n'a pas le temps d'aller chercher tous ces papiers pour venir demander un prêt scolaire. Donc, je préfère le faire en fonction de mon salaire. Ces prêts ne sont pas toujours utilisés pour la scolarisation des enfants. Ils servent aussi à d'autres fins. Des parents ne trouvent pas nécessaire de s'endetter pour envoyer leurs enfants à l'école. Moi, personnellement, je ne suis pas très intéressée pour l'instant parce que je pense que c'est une question d'organisation. Je sais que si la rentrée c'est dans peut-être 7 mois, je m'organise en fonction de ça et je fais la rentrée des enfants. Quand moi je prends les prêts scolaires chaque année, moi, ce n'est pas pour scolariser les enfants. Moi, je prends ça pour faire d'autres projets. Par exemple, j'étais en chantier. C'est grâce aux prêts scolaires que ma maison a pu arriver un peu loin. Aujourd'hui, j'ai pris Dieu me donne l'envie l'année prochaine. Je vais prendre le prêt scolaire pour achever. Les banques proposent des prêts de 100 000 à 3 millions de francs CFA. Au-delà des prêts scolaires, elles se disent favorables au financement des études universitaires pourvu que la formule idoine soit trouvée. Il faut qu'on puisse réfléchir maintenant pour voir comment est-ce qu'on peut financer les études de ces étudiants-là, qui n'ont pas forcément les moyens et qui n'ont pas forcément de bourse en fait, mais qui sont dans des filières spécialisées qui leur offrent environ 60 à 70% de chances de trouver un emploi. Certains étudiants brillants qui finissent leurs études, mais qui malheureusement n'ont pas de bourse pour aller à l'étranger, mais qui ont des possibilités d'inscription dans certaines universités. Ça également, il faut réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut accompagner ces étudiants-là en termes de financement. Mais ceci ne peut se faire que dans le cadre d'un partenariat entre l'État et les établissements financiers. De plus en plus, les banques s'engagent à apporter un appui à leurs clients pour la scolarisation de leurs enfants dans de meilleures conditions. Pour les exhorter à y souscrire, une campagne sur les prêts scolaires est ouverte de septembre à octobre. Voici ce qui reste du parc auto de la Direction régionale des impôts de Bouaké après les violentes manifestations du 22 juillet 2016 censées dénoncer la cherté du coût de l'électricité. Des actes de vandalisme qui ont profondément perturbé le bon fonctionnement de ce service.
Ce triste tableau est désormais un lointain souvenir qui est d'ailleurs à vite oublié avec l'équipement de la Direction régionale des impôts de Bouaké de 10 véhicules flambant neufs. Un geste du ministère auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État à travers la Direction générale des impôts. Vous êtes restés debout, mobilisés pour l'accomplissement de votre mission. Vous avez atteint vos objectifs au 30 septembre 2016. Les véhicules qui sont mis à votre disposition aujourd'hui vont contribuer à améliorer vos conditions de travail. Un geste qui réconforte les agents des impôts de Bouaké. Je voudrais, au nom de l'ensemble des agents et à mon nom personnel, vous prier de bien vouloir transmettre au directeur général des impôts notre profonde gratitude pour les efforts qu'il déploie pour maintenir allumée la flamme fiscale qui entretient nos relations avec les contribuables. La Direction régionale des impôts de Bouaké couvre les régions de Béké, du Ifou et du Hambol. Un matériel roulant qui a donc toute sa place pour le rayonnement de cette administration financière. La Côte d'Ivoire dans le groupe C va affronter la République démocratique du Congo, le Maroc, le Togo. Les adversaires du tenant du titre sont des habitués de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Maroc, 15 participations. La RDC, 4 participations. Le Togo, 7 participations. 2 fois vainqueur de cette prestigieuse compétition africaine, la Côte d'Ivoire doit se doter des moyens pour défendre son titre acquis en Guinée équatoriale en 2015. La Côte d'Ivoire et ses adversaires seront basés à Oyem. Dans le groupe B, l'Algérie retrouve la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe. Franceville a été choisi pour recevoir le groupe B. Le groupe D, le Ghana, le Mali, l'Égypte et l'Ouganda à Port-Gentil. Enfin, le groupe A, le Gabon va affronter le Burkina Faso, le Cameroun et la Guinée-Bissau à Libreville. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est du 14 janvier au 5 février 2017. Mokarma Benazir Bhutto, ou le destin fabuleux d'une femme clouée au pilori, puis devenue l'icône de la lutte politique et démocratique au Pakistan. Le 19 octobre 1993, elle devient Premier ministre de ce pays après un précédent limogeage. En somme, 2 fois Premier ministre de son pays, elle meurt assassinée et obtient le prix de la lutte en faveur des droits de l'homme des Nations Unies à titre posthume. Un regard sur son histoire. Fille de l'ancien président Zulkifar Ali Bhutto, elle est née en 1953 à Karachi au Pakistan. Elle rentre chez elle après des études en Angleterre en 1977 et quelques jours après son retour, un coup d'État dirigé par le général Mohammad Zia-ul-Haq destitue son père qui sera pendu. Elle est avec sa mère détenue dans un camp. En 1979, relâchée, elle s'exile au Royaume-Uni pour raisons médicales. Mais depuis cet exil, elle mène la barque de l'éveil démocratique et devient le chef du Parti du peuple pakistanais, parti fondé par son père, et élève la voix pour dénoncer le traitement réservé aux prisonniers politiques dans son pays, le Pakistan. En 1986, elle rentre triomphalement au Pakistan, mais l'année suivante, suite à une manifestation contre le général Zia, elle échappe à un attentat. Le général va mourir en août 1988 et dans l'attente d'élection, Benazir Bhutto mènera campagne, mais le président du Sénat, Ghulam Khan, devenu président par intérim, après un bref conflit, la nomme Premier ministre. Elle deviendra à 35 ans la plus jeune et première femme élue démocratiquement à la tête d'un pays à majorité musulmane. Son histoire est par la suite une succession de conflits politiques. En 1997, son gouvernement est accusé de corruption et elle prendra encore le chemin de l'exil. Hélas, un an après son retour en 2007, un 27 décembre, elle est abattue par un tireur alors qu'elle salue depuis son véhicule une foule d'admirateurs.